Donc oui, effectivement, Jung essayait de s'appliquer à lui-même ses propres idées. Et notamment, il accordait très peu d'importance à la fonction. Freud, par exemple, qui l'a précédé, lui, il avait besoin de se sentir important. Il disait, il donnait une certaine importance au titre. Il faut être Herr Docteur, Herr Professeur. On est dans le contexte allemand. Jung s'en moquait complètement. Lui, non, c'était seulement le concret. De quelle origine était-il déjà ? Alors, il était suisse de langue allemande. D'accord. De Zurich, précisément. D'accord. Voilà. Justement, d'ailleurs, ce côté suisse est très important dans la pensée de Jung. La Suisse est un petit pays. Jung est célèbre pour ses voyages. Et une fois, un chef indien lui avait dit, en le voyant monter pesamment sur une échelle, « Ah, ton totem est l'ours ». Et ça avait beaucoup amusé Jung, parce que l'ours est l'animal de la Suisse, précisément. Et effectivement, les Suisses ont un caractère très, très concret, très terre-à-terre. C'est tout à fait Jung. D'accord, très bien, merci pour l'anecdote. On va peut-être passer, tout en continuant à parler de ce travail, justement en parallèle, parce que vous avez des activités bien évidemment autres que ces activités d'essayiste, puisque vous êtes donc rédacteur, on va dire correspondant pour le journal Sud-Ouest et d'autres le Courrier de Gironde que j'ai énoncé tout à l'heure dans l'introduction. Est-ce qu'on peut parler de ce travail-là ? Parce que là, on voit un homme très prolixe dans ce qu'il adore, dans ce qui est son domaine. On se demande, moi, j'ai pas lu vos articles parce qu'il n'était pas entièrement, je pouvais pas entièrement le lire sur Internet. Et je me demande en fait quelle est votre écriture quand je parcours un peu votre ouvrage, quand je vous entends parler, c'est dense. Il y a plein de concepts. Qui ne sont pas si concrets que ça pour des gens comme moi, en tout cas. Et je me demande comment vous arrivez à switcher, en fait, d'une façon d'écrire à une autre, qui n'est pas la même, je pense. Dans le cas de la correspondance, je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être incisif, un rythme assez rapide, pas trop en raconter. Comment vous arrivez à jongler entre ces écritures ? Oui, c'est deux écritures bien différentes. Quand j'ai commencé à écrire mon essai, j'avais tendance à faire des phrases très longues. Dans une nouvelle édition, j'essayais de faire des phrases un peu plus courtes, de les diviser quand je pouvais, parce qu'on m'expliquait que les lecteurs prisaient assez peu les phrases longues. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours été fasciné par deux ou trois phrases longues les unes à la suite, et puis après, brusquement, une phrase courte pour bien marquer le coup. Mais évidemment, vous vous en doutez, quand on écrit des articles de journaux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oui. Les rédacteurs en chef nous le disent bien. Leurs lecteurs veulent des phrases courtes. Il faut dire l'essentiel en peu de mots. Ceci dit, mon travail d'essayiste m'a de toute façon appris à écrire. Ça a été un travail de longue haleine. Je n'étais jamais satisfait de ce que j'écrivais. Je recommençais sans arrêt. Mais enfin, au moins, j'ai enfanté dans la douleur. Ça m'a appris à écrire. Et qui peut le plus, peut le moins. J'ai réussi beaucoup plus facilement à écrire de bons articles d'information dans les journaux. Mais ceci étant, dirais-je, mon travail d'essayiste m'a incité peut-être à rechercher l'anecdotique quand j'écris des articles de journaux. J'essaye de ne pas être uniquement descriptif. Factuel. Quand je parle, par exemple, j'essaye de parler de certaines associations. J'essaye de parler de la philosophie de l'association. Par exemple, une association sur le yoga. J'essaye de dire en quelques mots qu'est-ce que le yoga. Je suppose que ces quelques mots pourront peut-être intéresser les lecteurs et enlever le caractère un petit peu ennuyeux qui est peut-être un peu attaché au descriptif. Voilà. Tout à fait, oui, c'est une bonne solution pour dynamiser et donner envie d'aller jusqu'au bout. L'anecdote, je pense que ça plaît à tout le monde. Pas le côté anecdotique, je pense que vous ne parlez pas d'une anecdote comme ça, mais le côté profondeur, d'aller chercher en profondeur les choses, peut-être d'aller chercher un autre angle. Je le vois comme ça dans votre recherche, un autre point de vue. Je vais vous poser une dernière
Question qui en même temps est très large aussi, qui va élargir vers le futur cette fois-ci. Je sais que vous avez des choses en cours. Parlez-nous de vos projets, de vos futurs, vos choses qui sont dans l'avenir pour l'instant. Oui, alors j'ai des projets, mais d'abord j'ai plusieurs projets, des projets à courte échéance et d'autres à plus longue échéance. Alors j'ai des projets d'articles. Alors très prochainement, j'ai projeté d'envoyer à la revue Matières à penser un article sur le thème du mur. Bon, là, c'est toujours... je m'intéresse beaucoup à l'imaginaire, à l'ésotérisme, à tout ce qui est spirituel, au caractère mystique de la religion. Pour moi, la mystique, c'est ça. Cela signifie le rapport direct de l'individu avec Dieu, là, indépendamment de la communauté sociale à laquelle il appartient. D'ailleurs, c'était le fondement de mon essai sur Carl Gustav Jung. Et donc, je travaille. Mon prochain article doit traiter du thème du mur, le mur dans la vie spirituelle de l'individu, c'est-à-dire. À la suite de la pensée de Carl Gustav Jung, on peut penser que on peut estimer qu'il existe un mur entre la conscience claire et le monde immense de l'inconscient. Ce mur est nécessaire pour la construction de l'être humain, le progrès de la civilisation. Maintenant, tout le problème est de savoir si ce mur doit être rigide, il ne doit pas déboucher sur l'enfermement, ne doit pas être une ligne Maginot absolument rigide entre les deux mondes. Donc c'est cette problématique que j'essaie de dégager. Bon, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait des portes dans ce mur. Bon, c'est le fin fond de mon article qui va bientôt paraître dans Matières à penser. Après j'ai d'autres projets. J'ai projeté d'écrire un livre sur l'utopie à travers un roman de Jules Verne assez connu, le 500 millions de l'abbé Gaume, que je vais proposer au bulletin de la Société Jules Verne. Alors donc j'ai un projet à plus longue échéance. Je prépare toujours pour mon éditeur, les éditions du Désir, un livre sur le thème de l'Atlantide dans la littérature, voilà, dans les romans fantastiques qui ont été écrits depuis 2 ou 3 siècles. Bon, je compte partir des 2 dialogues de Platon, bien sûr, mais je vais essayer de m'en évader. Et je voudrais montrer j'ai choisi le thème de l'Atlantide parce que j'ai considéré que l'Atlantide, c'était le mythe par excellence. C'est-à-dire le mythe, la conception, l'idée du mythe, c'est que le temps n'est pas linéaire, comme c'est le cas dans le christianisme, dans le monde moderne, dans la civilisation occidentale, mais cyclique. C'est-à-dire que les mêmes choses se reproduisent à toutes les époques, comme le pensaient autrefois les poètes. Et l'Atlantide, l'idée qu'il y ait une civilisation extraordinaire, capable des choses les plus prodigieuses, et puis exister il y a des milliers d'années. Bon, scientifiquement, effectivement, c'est impossible, mais sur le plan de l'imaginaire, c'est très significatif et ça dit beaucoup de choses. Voilà, ce sont mes projets. Très bien Didier, je vous remercie. Donc après toute cette philosophie, on va continuer sur plutôt écriture. Comme vous le savez, c'est le moment de notre rubrique qu'on appelle d'habitude donc écriture en direct, que je suis en train de peaufiner. Ça, là, c'est création en direct et on verra ce que ça deviendra dans les mois prochains. Donc on lance le jingle, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on est toujours sur RIG 90.7 avec Didier Lafargue dans Et Caetera. C'est l'heure de la création en direct. Donc Didier, je vous ai préparé un petit carnet puisque voilà, je pense que ça sera plus simple. Vous pouvez vous installer soit sur la table. Aujourd'hui, donc comme je le disais à Didier tout à l'heure, je vais lui proposer 5 mots qui sont des mots a priori différents, mais pas tant que ça, puisqu'ils représentent des choses, des principes généraux, on va dire, ou des choses peut-être pas universelles, mais quoique. Je vais donner à Didier et à vous, auditeurs, chers auditeurs, les 5 mots qui sont donc, vous pouvez noter Didier, paradoxe au singulier ou au pluriel. Paradoxe. Ensuite, infini. Infini. Ensuite, transmission.
Ensuite, histoire, singulier, pluriel, et code. Voilà, donc à partir de ces 5 mots, je vais donc proposer à Didier d'écrire, alors au choix, il peut rédiger, ou il peut faire les deux s'il a le temps, s'il a envie, soit rédiger une trentaine de lignes, ou du moins un texte de la longueur qu'il peut, parce qu'il va y avoir également la contrainte du temps, avec autour des liens, en fait, transversaux, qui vont unir les 2 mots qu'il va choisir. Voilà, je vous propose de choisir 2 mots, c'est ça que je n'avais pas dit, choisir 2 mots et d'essayer d'expliquer les liens qui les unissent. Donc ça peut être, je choisis histoire et code. Moi, comme ça, j'y arriverai peut-être pas, mais je me suis dit que Didier, ça serait peut-être un exercice sympa pour lui. Sinon, s'il a envie d'être plus, on va dire, conventionnel dans l'idée du et caetera de d'habitude, c'est d'écrire tout simplement une phrase ou un petit texte en incluant le plus possible de mots parmi ces 5. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Dernière. Avec donc la création de Didier. Donc Didier, vous pouvez nous rappeler ce que vous avez compris de la consigne et comment vous avez... On vous laisse lire ce que vous avez écrit, puisque c'est le principe de l'émission, vous aviez compris. Je vous laisse la parole. Alors, parmi les 5 mots qui m'ont été dictés, il y en a 2 qui m'ont semblé avoir une signification intéressante. Paradoxe et infini. Pourquoi ils m'ont frappé parce qu'ils m'ont... parmi les 5 mots, ce sont les 2 mots qui m'ont paru le plus en rapport avec la pensée de Carl Gustav Jung. Donc voilà, j'ai exprimé à partir de ces 2 mots l'idée suivante. Alors rien n'est uniforme ou unilatéral sur cette terre. Par définition, tous les excès sont condamnables. Alors il en découle que idéologie et utopie encourent le risque de tourner au fanatisme. Et c'est un peu la leçon, le sens de la phrase prononcée par le Christ. « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Effectivement, l'absolu ne peut pas être trouvé sur cette terre. Aussi, il faut intérioriser sa vie spirituelle, ses croyances religieuses. Bref, on peut en déduire que la vie est faite de paradoxes. D'accord. Et alors pour moi, c'est le thème puisque j'aime bien donner des exemples concrets, c'est le thème d'Ulysse dans l'Odyssée. Effectivement, toute l'Odyssée connue par Ulysse, tout son parcours au sein de l'univers marin, c'est le symbole de l'homme qui connaît les épreuves les plus diverses tout au long de sa vie quotidienne, dans sa vie, et qui les surmonte avec succès. Et donc par conséquent, il faut prendre la vie telle qu'elle vient, ne pas se poser de questions, et si jamais on y arrive, on aura acquis le sentiment de plénitude. Bref, on arrivera à la notion d'infini. Et c'est le 2e mot, et cette notion d'infini, là encore, on revient à Ulysse. C'est la plénitude, le bonheur qu'a réussi à trouver Ulysse après avoir tué tous les prétendants à Ithaque, image des excès justement et de l'intempérance, et avoir conquis le bonheur avec la femme de sa vie, sa chère Pénélope. Il a trouvé son Graal avec Ithaque, l'infini. Voilà. Alors c'est assez épatant comme exercice, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et on remarque que, alors contrairement à toujours vous comparer aux gens qui viennent d'habitude, mais c'est pas pour comparer, pour juger ou quoi que ce soit, c'est juste que ces personnes-là vont lire un texte qu'elles ont écrit, vous voyez, de façon linéaire. Et en fait, vous nous proposez de découvrir l'arrière-plan de votre pensée, c'est-à-dire la structure. Si je comprends bien, quand vous comprenez une consigne, vous la comprenez d'une façon qui fait que vous allez y voir un plan. Je me plante ou pas ? Je me trompe, pardon, ou pas ? Oui. Vous ne voyez pas ça ? Vous ne le voyez pas comme ça, en fait ?
C'est pas comme ça, vous vous dites pas, je vais écrire un plan. Mais c'est ça pourtant, non? Je me trompe? J'ai essayé de montrer le rapport entre deux termes.